Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, il est le premier président de la Seconde République de Tunisie. Zoom sur Beji Caïd Essebsi, un chef d'État qui a déjà occupé plusieurs fois les fonctions de ministre sous la présidence d'Habib Bourguiba pendant les années 60 et un farouche opposé au parti Ennahda. Le Congo veut devenir plus compétitif dans le secteur des affaires. Pour cela, le pays veut lancer un plan d'action qui couvre 10 domaines de compétences comme la création d'entreprises, le commerce transfrontalier et le raccordement à l'électricité. 4 millions de personnes seraient concernées au Cameroun. La lutte contre l'hypertension artérielle est devenue une préoccupation médicale nationale. Autre problème, les porteurs de cette maladie, qui peut provoquer des arrêts cardiaques, n'en sont pas toujours conscients. Frondeur anti-islamiste, compagnon de route du père de l'indépendance tunisienne et vainqueur des élections législatives de novembre, Beji Caïd Essebsi a été choisi par les Tunisiens pour diriger leur pays. Avec plus de 55% des voix et une majorité à l'Assemblée, le nouveau président tunisien de 88 ans bénéficie d'une assise confortable pour gouverner. Mais qu'est-ce qui anime véritablement le nouveau chef de l'État tunisien? Birama Saonera nous dresse son portrait. Plusieurs fois ministre sous Bourguiba, président du Parlement sous Ben Ali, le nouveau président tunisien a une longue et riche carrière politique. Suite à des divergences politiques et idéologiques, il rompt avec le régime Ben Ali en 1991 et s'éloigne de la politique. Il revient sur la scène politique en 2011 durant la révolution du Jasmin comme premier ministre de la transition, un passage qui lui a permis de bâtir sa notoriété. À la révolution tunisienne, il est venu en sauveur en définitive. Il est venu gérer une transition difficile après le départ de l'ancien Premier ministre Ranouchi. Il est venu gérer donc une transition et des élections qui ont été de l'avis de tout le monde, bien menées, bien gérées. Tout au long de la campagne présidentielle, cet ancien avocat a pu se poser en rassembleur. Aujourd'hui, Beji Caïd Essebsi fait figure de garant de la stabilité économique du pays. Le nouveau chef de l'État se présente aussi en homme providentiel. Notre objectif principal, c'est de maintenir la Tunisie comme un État du XXIe siècle et essayer de rattraper les États développés parce que nous avons un retard. L'objectif, c'est de répondre aux préoccupations des Tunisiens et aux exigences du moment. Réagir contre tout de même l'injustice dans laquelle nous vivons, le peu de liberté, la dignité, mais aussi pour des problèmes sociaux. La Tunisie a connu un chômage très important, surtout parmi les gens qui sont diplômés. Beji Caïd Essebsi revendique l'héritage du père de l'indépendance, Habib Bourguiba, une idéologie confrontée au conservatisme des islamistes. Par ailleurs, son parti, le Nida Tounes, est devenu en 2 ans la principale force d'opposition du pays. Aujourd'hui, Beji Caïd Essebsi promet de respecter la nouvelle constitution qui limite les pouvoirs du président de la République. 5 ministres et 2 vice-ministres ont été évincés du gouvernement au Zimbabwe. Au total, ce sont 16 membres du gouvernement qui ont été démis de leurs fonctions. Par cette décision, le président Robert Mugabe confirme sa volonté d'écarter les partisans de son ancienne vice-présidente Joyce Mujuru, elle aussi limogée il y a quelques mois. C'est le ministre de la Justice Emmerson Mnangagwa qui occupe désormais la place vacante. Actuellement classé à la 178e place sur 189 pays, le Congo vise la 90e place du rapport Doing Business. Des mesures ont été entreprises par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires et en vue de rehausser le niveau de l'économie. Par exemple, le ministère de la Promotion du secteur privé s'est engagé à faire passer le délai de création d'entreprise de 135 à 4 jours. Diranja et Grazela Tchakounte nous en disent plus. La République du Congo souhaite assainir son climat des affaires et améliorer le classement du Congo dans le rapport Doing Business. Il s'agit ainsi d'initier des mesures afin d'encourager l'entrepreneuriat et attirer des investisseurs. Son plan d'action couvre 10 domaines parmi lesquels l'encouragement à la création d'entreprises, au commerce transfrontalier, au paiement des taxes et impôts ou encore l'obtention de prêts. Le mauvais classement du Congo au Doing Business a stimulé la dynamique du gouvernement dans l'adoption des réformes destinées à assainir le climat des affaires dans le pays. Lorsque ces mesures seront appliquées, nous passerons de la 178e place que nous occupons aujourd'hui certainement à la 90e place au milieu du tableau. En vue de suivre l'exécution de ces recommandations, une commission d'évaluation sera créée prochainement. Des lois sur la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée et la protection des investisseurs seront également adoptées. Il faut bien
cibler l'action qu'on met en place dans ces conditions-là, dans la mesure où la politique fiscale est très très importante pour nous, pour les économies africaines, parce que jusque-là, les économies africaines ont systématiquement, si vous voulez, ouvert la porte aux investisseurs étrangers qui ne payent pratiquement pas d'impôts sur place dans la plupart des économies. Et ça, c'est un manque à gagner qui a des répercussions sur les investissements et le développement du pays. L'application de ce plan devrait par ailleurs améliorer le flux des investissements directs étrangers dans le pays et la part de l'industrie dans le PIB afin qu'elle atteigne 25 à 30% contre 5 à 7% à l'heure actuelle. Une femme à la tête du Parlement à l'île Maurice. Le résultat des élections générales du 10 décembre est historique et a désigné Santibaye Anoumadi pour siéger à la tête de la Chambre. Ancienne directrice du cabinet du Premier ministre, Sir Anaroud Huguenot, elle a occupé les fonctions de députée en 2005 et de ministre de la Santé entre 2010 et 2011. La nouvelle présidente du Parlement a dédié sa victoire à toutes les femmes mauriciennes. Les étudiants gabonais se remettent encore difficilement de la décision du recteur de leur université Omar Bongo de Libreville. Marc-Louis Ropivia a rendu publique une décision notifiant la fermeture provisoire des dortoirs du campus universitaire sans délai dans la capitale gabonaise. Le recteur évoque des questions de sécurité, mais pour les étudiants, cette décision est vécue comme une expulsion. Les explications de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoun. Les étudiants résidents de l'université Omar Bongo de Libreville ont été sommés de quitter le campus universitaire sans délai ce lundi par une décision du conseil rectoral. Cette décision intervient à un moment où l'université et la ville tout entière sont sous tension. Pour les autorités de l'université, la décision prise vient en réponse aux actes de violence perpétrés au sein du campus les 17 et 18 décembre dernier. Le recteur de l'université Omar Bongo décide la dissolution du bureau de la mutuelle des étudiants de l'UOB et l'organisation d'une nouvelle élection à une date ultérieure. Pour des raisons de sécurité, exposant les étudiants, le personnel et le patrimoine de l'UOB à des incendies criminels déjà observés sur le campus, les résidences universitaires doivent être évacuées. Pour les étudiants, cette décision du recteur n'a pas tenu compte de la péripétie de la vie estudiantine. Selon eux, la décision ne protège nullement l'étudiant. Nous avons été surpris de savoir qu'une telle mesure soit prise et que le délai pour libérer le campus soit aussi court et que cette décision ne soit pas accompagnée des mesures qu'il faut. On doit libérer certes, mais il n'y a aucune mesure d'accompagnement parce que le constat est qu'il y a des étudiants qui sont ici des résidents qui n'ont pas de parents ici à Libreville. Le communiqué rectoral, lu sur les antennes de la télévision nationale, a dissous la mutuelle des étudiants dont les dirigeants élus en octobre dernier sont actuellement en prison pour des motifs non encore élucidés. La dissolution de la mutuelle ne devrait pas avoir d'effet sur la libération du campus. Mais aussi, la mutuelle est reprochée de certaines choses, sachant que la mutuelle est responsable devant les autorités des actes posés par les étudiants, ils auront pu se limiter seulement à la dissolution de la mutuelle. Si la décision de fermer les dortoirs a du mal à passer, les autorités rectorales assurent pourtant qu'elle est conforme à l'article 27 du statut des universités nationales et des établissements d'enseignement supérieur public du pays. La reprise des cours à l'université est annoncée pour le 5 janvier 2015. Les cardiologues l'appellent le tueur silencieux et selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est la deuxième cause de mortalité après le paludisme dans les pays africains. L'hypertension artérielle, une augmentation trop forte de la pression du sang dans les artères même quand le malade est au repos. Les causes sont multiples, alimentation trop riche, faible activité physique ou forte consommation d'alcool. Avec 35% de sa population adulte atteinte, le Cameroun fait partie des pays les plus touchés en Afrique subsaharienne. Reportage de notre correspondant Narcisse Dombé. L'hypertension artérielle au Cameroun et en Afrique est devenue l'une des principales causes de mortalité chez les adultes selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'accident vasculaire cérébral AVC, qui est la forme de complication la plus fréquente de cette maladie, est responsable de nombreux décès et paralysies chaque année sur le continent. Avec environ 4 millions de personnes touchées, le Cameroun est l'un des pays africains les plus atteints. Une situation préoccupante pour les spécialistes du cœur qui décrit l'absence d'une politique gouvernementale pour faire reculer la maladie, qualifiée de tueur silencieux. L'hypertension reste encore un ennemi dangereux négligé. Un ennemi dangereux, public dangereux, négligé. Je dirais même que c'est l'ennemi public numéro 1 dans notre pays aujourd'hui. Parce que c'est la maladie qui, après le paludisme, touche plus de 35% de la population adulte. Si vous prenez la population actuelle du Cameroun, vous prenez des gens âgés de 18 ans et plus, 35% au moins de cette population souffre d'hypertension. Mais la population
n'en est pas conscient de la gravité. Parmi les actions urgentes à mener selon les médecins, figure en bonne place la sensibilisation contre la consommation excessive de sel. Celle-ci doit se faire auprès des populations et des industries agroalimentaires. La consommation de sel est tout à fait excessive. Pour un Congolais, un Camerounais, 4, 5, 6 grammes de sel devraient suffire. Or, nous en mangeons 10, 12 grammes. Et ceci est tout à fait délétère. C'est ça qui explique en grande partie l'hypertension artérielle et d'autres maladies non transmissibles. Donc il s'agit là d'un problème important contre lequel nous devons nous liguer, contre lequel nous devons lutter. La prévalence de l'hypertension artérielle augmente de façon préoccupante en Afrique, notamment chez les femmes. D'importants efforts de prévention doivent être fournis par les divers États, au risque de voir le nombre de malades dépasser la barre des 150 millions en 2025, selon une projection faite par l'Organisation mondiale de la santé. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.